enfin pas pertinent pour vous. Dans la cécité au changement, on sait qu'il y a 75% des gens qui ne s'aperçoivent pas de ça, d'un changement dans l'environnement. Donc ça veut dire aussi qu'il y a en gros 75% d'entre vous ici ne vous apercevrez pas de changement, enfin pas tout le temps. Alors ça serait lié à un nombre limité d'informations en mémoire à court terme. C'est lié surtout à l'utilité des informations dans la situation, le rôle des gens, ce qu'ils sont en train de faire, et puis nos croyances en général. Alors pour illustrer, oui, le rôle par exemple, dans la première expérience, les personnes demandent leur chemin à quelqu'un, qui est un expérimentateur en fait, et Darren Brown l'a repris pour l'illustrer il n'y a pas longtemps sur la BBC. Et donc vous demandez votre chemin. Pour vous, l'important c'est votre chemin, c'est pas qui vous donne le chemin. Et donc vous demandez votre chemin à quelqu'un, il y a un expérimentateur qui est là, qui repère, il y a toujours des touristes qui sont perdus, donc il faut vous aider. Ah oui, oui, je veux bien. Et puis, il commence à vous expliquer. Entre-temps, Pascal passe 2 ouvriers avec un grand panneau publicitaire, et on change d'interlocuteur. Mais vous qui cherchez votre chemin, c'est ça qui est important. Et l'autre continue à vous donner des informations, vous ne voyez même pas que l'autre a changé, quoi. Parce que l'important, c'est les informations, c'est pas qui vous les donne. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment important. Bon, il y a plein d'effets de caméra cachée ou d'études de laboratoire qui montrent ça. Alors, par exemple, Rattan et Ebrard vont travailler par rapport à ce qui peut activer davantage l'attention. Ils vont activer via le prénom des stéréotypes, alors en utilisant des stéréotypes, des prénoms soit américains, soit des prénoms étrangers, c'est aux USA. Les gens font la tâche d'attention de Simon Séchadri, donc ils voient le gorille, et on mesure s'ils voient ou pas le gorille. Et vous voyez ce qui se passe, le pourcentage des sujets qui ne voient pas le gorille, quand ils ont été amorcés, c'est-à-dire on leur a donné des prénoms asiatiques ou américains, on a encore, en gros, la moitié des gens ne voient pas le gorille. Ça, c'est des pourcentages normaux dans les expériences. Mais quand les gens ont été ce que nous on appelle amorcés par un prénom afro-américain, ils sont beaucoup plus nombreux à voir le gorille. Pourquoi? Parce que dans la culture américaine, noir et gorille, c'est lié dans le système de croyance. Donc on ne leur a pas parlé de gorille, on leur a parlé de noir. Et le fait qu'on les a ce qu'on appelle nous amorcés, je vous en parler après, fait que ça oriente leur perception. Alors, je vais vous parler rapidement là de l'amorçage. Sachez qu'on fonctionne en pilote automatique, en gros ça a été à peu près dans ces ordres-là 98% du temps, quoi, hein. On a l'impression de contrôler tout, mais en fait on est la majeure partie du temps en pilote automatique. Les exemples d'automatisme sont les comportements idéomoteurs, par exemple. C'est le simple fait de penser à une action fait que musculairement vos muscles se mettent en branle, en mouvement pour aller vers l'action attendue. Hein, sans que vous vous en rendiez compte, vous ne sentez même pas que vos muscles commencent à réagir. Ça a été utilisé dans le cumberlandisme, par exemple, de spectacle. Hein. Il suffit que la personne met son bras, vous la prenez, et elle peut vous conduire là où elle veut, alors qu'elle fait des efforts pour ne pas vous conduire, mais vous sentez très bien là où elle veut aller, et ça c'est le vidéomoteur. Les tables tournantes, c'est vidéomoteur aussi, puisque les personnes ont l'impression de ne pas toucher la table, mais en fait ils la touchent, et comme ils connaissent les réponses aux questions qu'ils posent, eh bien chacun donne des micro-mouvements sans se rendre compte qu'il donne des micro-mouvements, puis ensuite il y a une coordination sociale les uns avec les autres qui se met en place, et chacun en fait fait bouger la table ensemble. Et donc c'est d'abord idéomoteur, et ensuite c'est social, c'est le groupe qui se coordonne pour... Mais tout ça en dessous du seuil de conscience, évidemment. Alors donc nous, évidemment, les magiciens, ou les magiciens en général, ils s'appuient sur des tas d'influences non conscientes, parce que notre perception de la réalité, elle est biaisée par toute une série de filtres qu'en psycho on appelle des représentations sociales, des schèmes, des scripts, des stéréotypes, etc. Et qui font que ces filtres cognitifs ou socio-cognitifs font qu'on sélectionne des informations pour arriver à une perception de la réalité. On a donc effectivement une série d'influences qui vont échapper à notre conscience et qui se manifestent par exemple dans le phénomène d'ancrage. Un ancrage, par exemple, c'est une influence du cadre sur votre observation, mais du cadre numérique en particulier. Si je vous demande, diriez-vous qu'il y a plus de 100 personnes dans cette salle, j'ancre votre réponse. Votre réponse va tourner forcément aux alentours de 100. Vous n'avez pas l'impression que je vous ai influencé. En fait, je vous ai complètement orienté. Parce que si je vous avais demandé, diriez-vous qu'il y a plus de 300 personnes dans cette salle, alors ici dans cette salle ça peut passer difficilement 300 personnes peut-être, hein, mais je vous ancre sur 300, c'est-à-dire que l'observation que vous faites après est ancrée par ce que moi je vous ai dit avant.
Donc c'est moi qui vous ai mis le cadre. Et puis, il y a aussi des amorçages. Alors des amorçages, c'est des activations de concepts, de buts, de comportements. Alors en magie, en mentalisme, il y a plein de techniques d'amorçage. Alors les amorçages peuvent être conscients, post-conscients et totalement non conscients. C'est-à-dire on travaille aussi sur du subliminal. C'est-à-dire jusqu'en gros 20 millisecondes. En dessous de 20 millisecondes, les gens ne voient plus rien, il n'y a plus aucune influence. Mais les stimuli qui sont présentés aux alentours de 20 millisecondes ne sont pas vus par les personnes consciemment, mais sont traités et ont une influence sur leur perception, sur leur comportement, qui n'est pas toujours l'influence attendue d'ailleurs. C'est parfois l'influence inverse à l'influence attendue, parce que ça dépend de ce que la personne croit d'elle-même à un moment donné, comment elle va traiter cette information qu'elle ne sait même pas qu'elle a perçue, quoi. Et donc effectivement, en magie, en mentalisme, on utilise beaucoup de techniques d'amorçage. Par exemple, si, vous pouvez le faire chez vous, mais si vous dites à quelqu'un, vous faites avec une personne, et vous dites, bon, maintenant, regardez bien les yeux. Ok? Vous imaginez maintenant, imaginez une figure géométrique, mais n'importe laquelle. Figure géométrique simple. Là, vous ne vous faites pas avoir, parce que vous savez que je suis en train de vous amorcer. D'accord? Et je vous dis, cette figure géométrique, englobez-la par une autre. La majeure partie des gens, ils vont vous dire dessiner, et qu'est-ce qu'ils vont voir? Un triangle dans un cercle. Pourquoi? Parce que je vous ai amorcé, d'abord en disant, regardez-moi bien, et en faisant simplement le regardez-moi bien, j'ai fait le triangle. Mais là, comme vous savez que je vais vous amorcer, forcément, l'illusion... D'accord? Mais, donc elle ne va pas fonctionner. Et le deuxième, je dis englober. Bah oui, mais si je dis englober. Puis en même temps, j'ai fait un illustrateur, un geste comme ça s'appelle un illustrateur, qui a illustré le discours. Donc j'ai aussi qui englobe, j'ai fait mine de rien, sans regarder là, qui englobe. Quasiment forcément, la majeure partie des gens vont voir un triangle dans un cercle. D'autant que vous leur avez dit des formes géométriques simples, et des formes géométriques simples, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc l'amorçage, oui, voilà, ça peut venir de mots, de phrases, de gestes, d'objets. Par exemple, on le voit dans le steampunk, où les magiciens, tant dans steampunk, sont tous habillés grosso modo de la même manière. Ça fait référence à l'univers de Jules Verne. Et ça amorce le spectateur vers tout un univers particulier. Ça crée un cadre de référence, si vous voulez. Le spectateur va s'attendre à voir des choses. Et sur les objets, ben, par exemple, si je fais une magie avec ce genre de gobelet, je vais amorcer les gens, bien entendu, plutôt sur quelque chose d'ancien, peut-être Heroic Fantasy. Si je travaille avec ce genre de gobelet, là je vais plus partir vers peut-être moyenâgeux, pauvre, vous voyez. Enfin, c'est des choses que je veux mettre dans la tête des personnes, et selon que j'utilise par exemple ce type de muscade-là, rouge, ou ce type de muscade-là, les personnes ne vont pas évidemment avoir les mêmes attentes. Vous voyez. Et tout ça, c'est de l'amorçage. C'est de la technique d'amorçage qui fait que ça vous oriente, alors même que vous avez même pas, le tour n'a même pas commencé. Mais déjà, le cadre est mis. Et donc ça devient extrêmement facile, évidemment, de faire de la magie après, avec ce que vous voulez, hein, sans aucun problème. Vous pouvez même, si vous voulez, jeter comme ça. Et voilà. Voilà. Bon, alors que je retrouve mon... Je sais plus où j'ai posé mes affaires, moi. Voilà. Oui, alors quelques exemples tirés de ma besace maintenant, parce que là c'est pas tiré de ma besace, si c'est tiré de ma besace. Si je continue, je vais aller trop vite par rapport à mon... Mais voyez, si on veut faire de la magie avec ça, c'est déjà un peu compliqué, parce que pour les gens c'est une baguette de tambour, ils ont raison. Mais vous pouvez très bien faire passer cet objet-là pour un objet magique, je vous montrerai après. Maintenant, si vous travaillez avec ce genre de baguette, que tous les fanatiques de Harry Potter vont repérer, vous n'êtes pas obligé de travailler avec une baguette, hein, ça va dépendre de votre personnage. Mais évidemment, vous mettez un cadre très particulier. Les enfants, vous les branchez tout de suite vers Harry Potter, et les personnes qui ne connaîtraient pas Harry Potter, déjà la forme même de la baguette, ça attire leur attention, elle est un peu bizarre, et vous allez pouvoir faire de la magie avec ça. Vraiment. Et puis vous avez aussi, par exemple, ceci, là, qui si je lance, ça peut vous faire peur parce que vous allez reconnaître une brique, mais en fait c'est une brique molle. Hein. Mais c'est un objet classique, qu'on peut faire apparaître ou pas, peu importe. Mais vous allez reconnaître la brique. Alors évidemment, c'est simplement la forme et la couleur qui fait que vous dites c'est une brique. Alors qu'en fait, évidemment, ici c'est une brique en mousse, hein, tout simplement. On peut trouver plein d'exemples là-dessus. Alors, je vais vous parler très rapidement des axes de recherche et des recherches qu'on a en cours actuellement à Rennes 2. Elles se situent à différents niveaux
d'analyse, ceci au niveau des stéréotypes, qui sont des croyances qu'on a sur les gens. Un stéréotype, c'est une croyance qu'on a sur les gens. Que ces croyances soient positives ou négatives, c'est pareil, ça reste stéréotype. Quand on dit les femmes sont gentilles, douces, les hommes sont égoïstes, les Belges sont sympathiques, et les Écossais radins, tout ça c'est du stéréotype. Dès qu'on vous met des traits de personnalité, des fois qu'une image, c'est du stéréotype. Donc positif ou négatif, on s'en fiche. Quand sur le magicien, on a plutôt ce type de stéréotype, d'ailleurs, je vous en reparlerai très rapidement, et on travaille sur la présentation sociale, c'est des formes de connaissance, ce que les gens disent, c'est quoi la magie. Un stéréotype, c'est concerne des gens, c'est un magicien, une magicienne. La magie, c'est plus une représentation sociale, c'est comment les gens se représentent ce que c'est que la magie. Quels mots ils mettent derrière, quelles images ils mettent, par exemple, cette petite image. On trouve ce genre d'image, dès que vous tapez magie sur un moteur de recherche, vous trouvez ce genre d'image. On travaille là-dessus. Un de mes étudiants et moi-même, on a commencé une étude dans laquelle on demandait aux gens d'associer une série de mots sur le magicien. Et voilà les objets qui sont censés être toujours, mais qui reviennent toujours dans les discours des gens. Donc c'est la baguette, le lapin, le chapeau et les jeux de cartes. Ça, c'est vraiment des éléments très centraux dans la présentation, elle est très structurée à ce niveau-là. On leur a demandé la table d'une magie ésotérique, un peu ce que les gens mettaient, et là c'est déjà un peu plus flou dans leur tête. Il y a plus d'objets déjà qui apparaissent, pas beaucoup, mais des objets différents plutôt, plus d'objets différents. Qui sont des pentacles, des boules, des cartes de tarot, des poupées vaudou, de l'encens et pendules. Et puis il y a des mots qui reviennent comme magie noire et sorcellerie. Bon. Puis on leur a demandé une table de mentaliste. Un mentaliste, qu'est-ce que ça a sur sa table? Et là, ils savent. Là, on n'a aucun objet dans la présentation. C'est-à-dire dans la présentation des gens, mentaliste, c'est très flou. Ça veut dire que pour des magiciens, n'importe quel magicien peut dire il est mentaliste, puisque de toute façon, les gens ne mettent pas ils savent pas ce que c'est derrière. Mais en revanche, il y a plein de mots qui sont quasiment toujours ceux-là qui viennent. C'est manipulation, psychologie, esprit, intelligence, intuition et référence aux mentalistes, la série. On a commencé aussi une série de travaux sur les femmes dans la magie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes réellement dans la magie. C'est un domaine essentiellement masculin. Par exemple, ce sont des références ici qui sont assez anciennes. J'en ai pas des plus récentes, mais vous voyez aux USA, Magic Castle. On n'a que 5% de femmes dans les cercles magiques et 3% au Magic Castle. Le relevé de la Fédération française 2014, Fédération française d'artistes prestigitateurs, on n'a que 2,47% de femmes. Alors on parle d'adhérents ici, pas de pratiquants de magie. Il y a sûrement beaucoup plus de gens qui pratiquent la magie et qui n'adhèrent pas à la FAP, mais je pense que le rapport est à peu près le même au niveau de la population. Alors, Nardi a creusé la question et toute son argumentation dans son papier 88 traite du genre. C'est simplement une question de genre, d'orientation. Les femmes sont orientées dans un sens, les hommes dans un autre. La magie, c'est au niveau de l'identité féminine, ça colle pas, ça colle plus avec une identité masculine. Enfin bref, il développe ça, ce qui renvoie donc au stéréotype de genre. Et donc on a commencé à creuser ça en demandant aux gens, en mettant d'abord sur un moteur de recherche le mot magician. Parce que si on met magicien, c'est genré dès le départ. Donc j'ai mis ça en anglais, magician. Alors pour les anglais, c'est pas magician, c'est female magician. Ils font la différence. Et donc j'ai pris les 401 vignettes des 14 premières pages qui venaient à l'écran. Donc il y a 400 vignettes, et sur 400 vignettes, voilà les proportions qui sortent. Vous avez 79% d'hommes représentés, 11 et quelques pourcents de femmes, et 9 et quelques pourcents, c'est simplement des mains, ou des animaux, ou des objets. Des fois tout ça, mais des parties du corps ou des objets. Et les femmes sont sous-représentées dans la représentation qu'on a du magicien. Et quand elle a un rôle dans la présentation, donc sur ces 401 vignettes, je n'ai trouvé que 11 diapos, eh bien, dans 6 cas, elle est en lévitation, elle vole. Dans 2 cas, elle est dans une zigzag, c'est une modern art, c'est coupée en morceaux. Dans un cas, elle apparaît. Un cas, c'est une potiche, et dans un cas, c'est une spectatrice qui regarde le magicien. Dans aucun des cas, la femme n'est active. C'est très très intéressant à observer ça. On a posé la question aux étudiants de psychologie si la profession, alors on a parlé d'illusionniste, pour ne pas parler de magicien, est-ce que c'est masculin ou féminin? Voilà, vous avez sur 112 étudiants, ils sont 100 à nous dire que c'est une profession essentiellement masculine, quoi, et 2 à nous dire que c'est une profession féminine. Et quand on leur a demandé de citer des noms de magiciens ou de magiciennes, on voit que les magiciens sont beaucoup plus cités que les magiciennes, que l'on parle de magiciens réels, qu'ils ont vus à la télé en particulier, ou historiquement, comme Houdini par exemple, ils ne sont pas vus, mais ils connaissent le nom.
Les 8 cas ici, en fait, c'est une seule femme qui est citée. C'est toujours la même. Là, j'ai un masque, c'est la magicienne qui était dans Incroyable Talent, dans le jury d'Incroyable Talent. Comment? Ah, il y a des voyantes, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, dans la représentation. Et quand on regarde les images des bandeaux, voilà ce qui sortait. Alors, ça sort plus exactement comme maintenant. Alors, c'est le bandeau qu'on a trouvé en 2015, je crois, quand on a commencé cette étude. Oui, c'est les premières images qui sortent. Et on se rend compte que le magicien, il est toujours représenté, ou quasiment très fréquemment, on n'a pas creusé là encore, mais très fréquemment représenté en costume, en tout cas, un costume noir et blanc, chapeau, lapin, évidemment, baguette. Et la femme, elle est toujours plutôt dénudée et plutôt en lien avec les éléments naturels, la lumière, l'air, l'eau, le feu, des choses comme ça. Et plus ou moins débraillée. Et pour Magali de Haro Sanchez, ça serait lié aussi à l'Égypte antique, dans laquelle les prêtres, les magiciens représentaient le pouvoir et donc habillés avec des costumes très propres sur eux, et montrant que c'est l'ordre. Et la magicienne, c'est plutôt le désordre, donc échevelé, etc., etc. La dernière chose que je me suis amusé à faire, c'est de mesurer les diagonales, non pas en pixels, parce que là, je n'ai pas pu le faire en pixels, je le faire en pixels, mais je l'ai fait juste en centimètres ici, donc les diagonales, pour voir en moyenne quelle surface est prise par l'image. Et on se rend compte que la surface, il y a peut-être plus d'images de magiciennes, mais la surface est plus grande quand on parle d'un homme que quand on parle d'une femme, c'est-à-dire l'homme a l'air d'être plus mis en avant que la femme, en tout cas dans ses moteurs de recherche. Dernier axe de recherche, on est aussi parti sur les vêtements qui permettent, le vêtement c'est quelque chose qui donne l'information à autrui sur nous-mêmes. Et donc les magiciens évidemment utilisent là-dessus, par exemple si vous regardez Tim Silverman, ça évoque tout de suite entre autres Dumbledore, pour ceux qui connaissent Harry Potter, mais bon, d'autres choses. Si je m'amuse à faire du médiéval, ben forcément je vais plutôt m'habiller en médiéval et puis avec les gobelets assez classiques. Ou utiliser ce genre d'objet qui va renvoyer à un univers particulier. Landman s'est amusé à travailler sur les tables de magiciens et à regarder ce qui se passe dans la tête des gens quand ils voient, quand ils décrivent ce qui va se passer, quand on leur montre des tables particulières. Dans les derniers axes de recherche possibles, c'est de travailler sur les scripts. C'est un script, c'est une représentation d'une séquence comportementale. Donc, en gros, quand vous allez au restaurant, vous savez que vous allez rentrer, jeter un coup d'œil au menu, même si vous n'allez pas consommer. Même si vous savez ce que vous allez prendre, pardon, jeter un coup d'œil. Vous rentrez, vous savez que le serveur va venir vous chercher, vous demander, etc. Donc c'est une séquence comportementale. Vous savez même qui va payer et comment il va demander l'addition. Tout ça, c'est scripté, c'est des comportements. Et donc les magiciens utilisent ces scripts. Ce qui fait que les gens ont l'habitude des scripts et voient ce que le magicien n'a pas fait. Parce qu'ils ont ce script en tête avant. Donc les scripts, effectivement, ça joue sur la reconstruction en mémoire. Les expériences de Loftus, par exemple, le montrent, où on montre un accident de voiture des personnes. Ça renvoie au témoignage oculaire dont tu parlais. Et on va leur demander ensuite à quelle vitesse les véhicules se sont percutés ou se sont touchés. Et l'estimation de la vitesse n'est pas la même, c'est un même film, hein, mais parce qu'on a dit percuter ou toucher. Vous voyez et quand on a dit percuter, on demande aux gens de décrire la scène, et ils décrivent des bris de phare par terre, etc., des bris de verre, alors il n'y a aucun bris de verre par terre. Ils sont sûrs qu'il y en a vu, parce qu'on a dit percuter. Donc ça devait être rapide, fort, donc ça a dû casser. Donc on est en train de réfléchir à cet axe-là, sur la psychologie du contrôle aussi, parce qu'on sait que quand les gens manquent de contrôle, c'est-à-dire quand ils ont l'impression que ce qu'ils font ne dépend pas d'eux-mêmes, mais dépend plutôt de l'environnement, dans ce cas-là, ils font plus facilement appel à des croyances sauvages, à la magie. Et ils sont plus sensibles à des influences inconscientes. C'est un article qu'on n'a pas publié, mais c'est une première recherche qui va dans ce sens-là. Donc les gens sont plus manipulables apparemment quand ils manquent de contrôle. Voilà, tout ça c'est à suivre. J'avais juste une dernière chose, si j'ai le temps, sinon... oui, j'ai le temps. Oui, les références, on peut les passer rapidement. Invisible Gorilla, la psychologie de l'attention, la stratégie de l'illusionniste, qui est assez sympa. Vous avez aussi le Sleight of Mind, mais maintenant, donc ceci n'est pas un lapin.
Et puis vous avez un bouquin en anglais, qui s'appelle Magic in Theory, qui est plutôt bien foutu, de Lamont et Wiseman. Puis il y aura le mien qui va sortir normalement en 2017 si tout va bien, mais bon, déjà il y a ceux-là qui sont très bien. Ce que je vais vous montrer, donc un exemple rapide, mais vraiment très très rapide. En fait, je vous en montrer un seul, puisque le reste, je vais vous les montrer. On peut passer à la caméra, là ok. On va passer, c'est un tour de carte. Donc, pour l'instant, vous ne voyez pas, non, pour l'instant, vous voyez pas les cartes, mais vous allez voir tout de suite. Je vais retirer simplement deux cartes. C'est un petit truc qu'on apprend, entre autres, à des enfants, mais qui marche très bien aussi avec des adultes. Tiens, il m'en manque une. Je vais prendre. Je vais prendre celle-là. Voilà. Ok. Bien, on a deux cartes ici. Alors, simplement, je vais vous montrer comment fonctionne la magie, hein, simplement en prenant une première carte et en la mettant juste là, au milieu du jeu. Voilà, bien partie, elle n'est pas partie dans les manches, même si j'ai des grands doigts ou des grandes manches, elle est vraiment partie dans le jeu. Et il nous reste ici une seconde carte que on va aussi mettre dans le jeu, par exemple là, voilà, et puis on va la pousser complètement, voilà. Nous avons nos deux cartes qui sont totalement parties dans le jeu, pas disparues dans mes mains, ni quoi que ce soit. Or évidemment, si on est un magicien, il n'y a plus qu'à claquer dans les doigts, et les choses se font, mais non, là ça ne bouge pas comme ça. Donc ça ne bouge pas comme ça. Alors simplement, on va essayer de les récupérer, ces deux cartes. On va simplement jeter le jeu, comme ça, essayer de récupérer là les deux cartes. Et ces deux cartes, vous pouvez les retrouver juste là, immédiatement. Voilà, alors, ça c'est un petit tour extrêmement simple, qui est basé sur quelque chose dont on vous a parlé tout le temps. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est que vous avez beau être informé sur comment on fonctionne, l'illusion peut se faire. Vous avez été informé au moins 4 fois pendant nos 2 conférences sur ce phénomène, sur la cécité au changement. Parce qu'en fait, ce tour-là est basé sur de la cécité au changement. Et sur d'autres phénomènes que je vais vous expliquer très rapidement. En fait, j'ai placé le 8 de carreau et le 9 de cœur sur et sous le jeu. Et je suis allé chercher dans le jeu les cartes complémentaires, c'est-à-dire le 9 de carreau et le 8 de cœur. Et vous avez remarqué que la première, je l'ai choisie volontairement, et la deuxième, je ne l'ai pas vue passer. Et comme si je ne l'ai pas vue passer, je vais vous enfumer un petit peu. Et j'ai dit, bon, je vais prendre celle-là, comme si c'était pas important. Je prends celle-là finalement. Or, en fait, je savais très bien que je prenais la carte la plus importante. Mais je prends celle-là. Donc, c'est pas important pour moi, donc pour vous, c'est pas important. La valeur de la carte, on s'en fiche, quoi. Vous voyez ? Alors, ce que je vous ai montré, ce sont ces deux cartes-là. Vous avez remarqué que je ne les ai jamais nommées. Parce que si je les nomme, si je vous dis, je vais vous montrer, je pourrais le dire encore, 8 de carreau, 9 de cœur, ou l'inverse, 8 de cœur, 9 de carreau, bon, je vous parle un peu,